Bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis donc Sylvie Benzoni et je suis en l'occurrence la directrice de l'Institut Henri Poincaré et je vous propose aujourd'hui un petit atelier sur une forme assez sympathique qui s'appelle le Rulpidon. Alors, je vous montre avant d'entamer l'atelier tout de suite et vous allez comprendre ensuite le sous-titre, la sphère, ou le titre même de l'atelier, la sphère n'a plus qu'à se dégonfler. C'est en fait cette forme, c'est une sculpture à la base d'un artiste qui s'appelle Ulysse Lacoste. Et en particulier, là, il avait réalisé une sculpture grandeur nature où des enfants pouvaient jouer. Et en fait, la même sculpture peut se faire en différentes tailles. Donc là, ce que je vous montre, c'est en fait une version 10 par 10 avec des proportions un peu différentes sur les trous, parce que vous voyez qu'il y a des trous. Vous voyez que c'est aussi une forme qui, selon comment on la regarde, a l'air soit ronde, soit carrée. Et l'artiste nous explique ici comment est-ce qu'il était arrivé à faire cette forme-ci. Et l'idée, c'est de s'intéresser à cette forme et ensuite la réaliser en papier. C'est le but principal, mais je vais essayer de vous en dire un petit peu plus aussi sur les Rulpidons en tissu et des histoires, un petit peu de topologie si on a du temps. Alors, le Rulpidon de papier. Donc normalement, vous aviez pu vous procurer un patron et je vais expliquer d'où vient le patron après avoir montré cette petite diapo, puisqu'en fait, j'ai commencé à parler du Rulpidon sur le site Images des mathématiques. Donc, j'avais fait ce petit article qui expliquait la forme du Rulpidon. Et là, en l'occurrence, celui qui reproduit, c'est un Rulpidon en impression 3D, donc en plastique, et qui est emballé. Donc, alors, du coup, je vais montrer, et vous verrez plus ma tête, vous verrez mes mains. Je vais vous montrer le petit Rulpidon emballé en l'occurrence. Et en fait, il est emballé d'une telle façon que il n'y a plus de trous en fait. Et cette forme autour, elle est connue depuis assez longtemps. Donc ça, c'est une remarque, comment dire, si vous lisez le commentaire d'Étienne Gis sur l'article d'Images des maths, c'est lui qui m'a signalé cette référence magnifique sur cette forme-ci, donc la forme qui emballe le Rulpidon. On appelle aussi un solide Steinmetz aujourd'hui, mais c'était connu il y a bien longtemps et baptisé équidomoïde. Donc la forme ici, c'est en fait une intersection de cylindres. Donc vous imaginez en fait un cylindre comme ça et un cylindre comme ça qui s'intersectent et vous avez cette forme qui, quand on la regarde comme ça un petit peu de dessus, elle a l'air carrée et quand on la regarde de profil, elle a l'air plutôt ronde. Voilà, donc ça c'est le Rulpidon emballé et c'était expliqué dans l'article d'Images des maths. On va essayer de réaliser, parce que vous aurez remarqué que le Rulpidon, le vrai, celui de l'artiste Ulysse Lacoste, il n'est pas juste comme ça emballé, il a des trous. On verra tout à l'heure combien il en a, mais pour l'instant, on va essayer de réaliser cette forme en papier. Donc voilà, sur la diapo, vous voyez le plan que je vous avais fourni à l'avance. Sur la diapo, il est imprimé en très grand. Il est conseillé plutôt de l'imprimer en plus petit, c'est-à-dire en format portrait sur la feuille A4. Et j'espère que vous avez autour de vous des petites mains si vous n'avez pas découpé à l'avance, parce que bon, c'est peut-être le plus long par rapport à l'assemblage. Le plus long, c'est de découper. Un petit conseil pour découper. Donc il va falloir découper 4 formes comme ça, qui sont en fait les formes que vous voyez sur le petit, là, à l'extérieur. Donc c'est pour les formes à l'extérieur, mais il faut faire un trou aussi au milieu, parce qu'on va à la fin vouloir des trous. Et je vous déconseille de le plier, même si ça fait gagner un petit peu de temps pour découper, parce qu'ensuite le papier a du mal à reprendre une forme cylindrique. Donc la meilleure façon pour découper le trou, c'est d'entamer avec les ciseaux au milieu, et ensuite de couper autour du trou comme ça. Je vais commencer un tout petit peu, comme ça vous laisse le temps de découper en direct si vous voulez. Ça c'était pour la forme extérieure. Voilà, ça c'est une face extérieure, comme sur le petit ici, avec le trou à découper au milieu. Maintenant il faut faire les trous. Alors pour faire les trous, je vais peut-être quand même donner des explications par rapport à la diapo qui est ici. Les courbes que vous avez sur la feuille, elles sont en fait assez simples à tracer, c'est fait juste avec GeoGebra, et si vous allez voir l'article, ça tient en 2 lignes, vous arriverez à vous convaincre que l'équation du patron, c'est celle que j'ai écrite ici, avec 2 sortes de rayons. Le grand rayon, qui est en fait le rayon des cylindres extérieurs, et le petit rayon, qui est le rayon des cylindres intérieurs par lesquels on doit trouer la forme pour avoir le Rulpidon à la fin. Et donc, en fait, si vous prenez cette équation avec grand R, le grand rayon, petit r, le petit rayon, le patron que je vous propose, en fait, il est fait avec petit r égale la moitié du grand R. Vous obtenez des courbes qui sont des sinusoïdes, en fait.
sur ce dessin. Donc je vais vous montrer sur mon papier. Sur le papier, les sinusoïdes, vous les avez, les bouts de sinusoïdes, vous les avez ici. Mais maintenant, en fait, pour avoir tout le patron, il faut pouvoir aussi découper le trou. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser la formule en utilisant... pardon, j'ai dit une bêtise, excusez-moi. Les sinusoïdes, c'est avec petit r égale grand R. Et les trous, justement, la forme du trou qui est ici, que ce n'est pas tout à fait un cercle, en fait, c'est justement en prenant petit r égale grand R sur 2. Mais maintenant, il y a les autres formes qui sont ici. Ça fait un masque, en fait. J'aurais dû vous dire ça sur la feuille. Je reprends mon patron ici. Hop, là. J'ai voulu mettre tout sur la même feuille. Donc sur la feuille, vous avez une espèce d'œil comme ça, qui fait les faces extérieures. Et puis, vous allez avoir une espèce de masque qui fait les faces intérieures. Et ces courbes-là, elles viennent justement de l'équation du patron en échangeant les rôles de petit r et de grand R. Je suis sûre que vous comprendrez en lisant le détail dans l'article. Mais maintenant, on va essayer de le faire, ce truc. Alors, déjà, pour faire le masque, c'est la même chose. Là, j'ai découpé juste un trou. Il est conseillé d'utiliser l'épaisseur des traits pour garder une sorte d'unité au masque, là, parce que sinon, c'est plus difficile à assembler, ça se fait aussi. Et puis, pareil, pour couper l'autre trou, il faut aussi éviter de plier le papier. Donc, typiquement, vous faites comme ça. Hop. Et ensuite, vous découpez votre espèce de forme ici pour faire l'œil. Bon, j'espère que vous arrivez à le faire, que vous avez peut-être des gens avec vous qui peuvent le faire en même temps que vous, parce que l'idée, c'est d'obtenir, et en plus, vous pouvez, si vous avez des feutres, les colorier pour faire joli. Donc l'idée, c'est d'obtenir 4 formes comme ça, qui vont servir à faire les formes extérieures du roule-pilon. Je pourrais vous regarder là, pardon. Et puis, 2 formes comme ça, qui ressemblent au masque, à une sorte de masque, si je le mets comme ça, et qui vont servir à faire les formes intérieures du roule-pilon. Et pour l'assemblage, on va commencer justement par là. J'aurais pu peut-être quand même expliquer un tout petit peu avant de me lancer là-dedans, mais si vous regardez sur ces exemples de roule-pilon en papier, je les ai vraiment faits. Je vais vous en montrer un, tout fait là, celui qui était tout colorié, il est là. Les trous sont des cylindres aussi, des bouts de cylindres. Donc il faut assembler, vous allez voir que ça fait un petit côté un peu magique normalement. Donc on a ces deux masques là, espèces de masques, et on va les assembler pour faire les cylindres intérieurs qui font l'intérieur du roule-pilon. Alors l'idée c'est de les assembler en les croisant comme ça, puisque c'est vraiment un croisement comme ici à l'extérieur, c'est un croisement perpendiculaire de 2 cylindres. Et puis il faut faire attention, si on veut que les jolies couleurs que j'ai mises, enfin si tant est qu'elles soient jolies, soient visibles à la fin, il faut les replier dans ce sens, avec le blanc à l'extérieur, et non l'inverse. Et puis, si vous voulez avoir un joli roule-pilon avec pas de scotch visible, il vaut mieux mettre le scotch du côté qui ne se verra pas. Donc, ça veut dire le mettre comme ça. Alors, il faut essayer que ça soit bien en face et bien symétrique. Hop là. Donc là, j'ai juste que scotché au milieu. Et puis, ensuite, eh bien, on va faire les cylindres qui sont à l'intérieur. Donc, il faut arriver à scotcher. Je ne sais pas si vous voyez bien sur mes mains. On va scotcher donc là au milieu pour faire le premier morceau de cylindre, mais en fait après on va passer l'autre aussi pour scotcher. Alors du coup c'est quand même plus pratique si on commence par en scotcher un avant de scotcher l'autre. Ça sera pratique aussi de rigidifier, d'assembler un petit peu les extrémités des cylindres, donc comme ça. Hop, j'espère que vous voyez. Ouais, là, il n'est pas très bien assemblé au milieu, mais bon, c'est pas très grave. Et ensuite, il faut faire vraiment une croix. En fait, l'idée, je vous aurais pu vous montrer au début, hein, l'intérieur du roule-pilon, ça ressemble à une croix comme ça. Donc, c'est ça qu'on va faire avec mes trucs colorés. Donc, là, j'ai un premier bout de cylindre qui est fait, et je vais le passer à l'intérieur du trou de l'autre pour assembler au milieu. Hop là. Voilà, et pareil de l'autre côté. Donc ça, c'est la partie assez facile, spectaculaire. On arrive à faire cette croix
normalement assez facilement. Et ensuite, une fois qu'on a cette croix, donc évidemment les couleurs elles ne sont pas visibles pour l'instant parce qu'elles sont à l'intérieur, mais enfin elles sont visibles si on regarde à l'intérieur des trous. Et ensuite il faut assembler cette croix avec l'extérieur comme on avait là sur le petit. Donc pour assembler l'extérieur, il va falloir déjà les 4 qui sont là, les mettre ensemble. Et les mettre ensemble en croix aussi. Donc, pour avoir les faces colorées à l'extérieur, il vaut mieux mettre les faces colorées dessous. Puisqu'ensuite, on va emballer quelque part, on va emballer la croix comme ça. Donc, il faut essayer aussi d'être bien en face. Normalement, les angles sont faits de telle sorte que ça s'emboîte très bien. Pour le patron, c'est fait pour. Si visiblement vous n'avez pas, si vous n'avez pas déformé le patron en l'imprimant, ça c'est un risque. Ici, vous ne l'avez pas déformé, normalement ça se passe bien. Alors, je vais essayer que ça se passe bien, pas trop dépasser le truc. Voilà, vous voyez mon truc, c'est en gros, c'est l'extérieur du rôle-bidon qui va emballer la croix comme ça. Donc ensuite, il faut l'assembler avec la croix. Mais ça, c'est pas très difficile. En fait, il faut utiliser des bouts de scotch, mais pas beaucoup. Donc je prends un petit bout de scotch, je le plie en deux, voilà, les doigts un peu fins, et ce que je vais assembler, c'est un bout de la croix ici avec ce qui lui correspond sur la face extérieure. Donc je ne sais pas si vous voyez où je me suis mis, mais j'ai utilisé le trait là, et je vais mettre les traits en face l'un de l'autre. Hop. Donc là, je commence comme ça. Oups, je vais montrer dans l'autre sens. Je commence à assembler la croix avec son emballage extérieur. Et je vais continuer à découper, en gros, 8 bouts de scotch. Ça a un petit côté fastidieux, mais pas trop. En les pliant en deux. Et en assemblant les traits. C'est pratique d'avoir beaucoup de traits, comme ça on voit où on peut se repérer. Donc voilà, j'ai déjà assemblé un petit bout de la croix avec une face. Et voilà. Donc vous voyez quelque chose qui commence à ressembler à un filon. Qu'est-ce qu'il suffit de faire maintenant? C'est d'assembler les bouts à l'extérieur. Donc je vais mettre un dernier bout de scotch et si possible à l'intérieur, ça sera quand même plus joli que s'il était visible. Bon, voilà, il est là. Si jamais, parce que vous avez fait de la couleur avec de la peinture qui a tendance à faire courber le papier dans le mauvais sens, un petit truc, c'est de glisser une lame pour l'arrondir. Et ça marche plutôt bien, c'est ce que j'avais fait avec le gros qui est là. Voilà. En tout cas, avec juste un seul patron, vous voyez qu'on arrive à faire quelque chose qui est quand même assez joli, qui a cette allure carrée quand on le regarde par-dessus, et ronde quand on le regarde de côté. Maintenant, je vous montre aussi, pour aller un tout petit peu plus loin, des roule-pidons faits en tissu. Parce que là, on a parlé de la géométrie du roule-pidon qui est fait de morceaux de cylindre, et on peut se poser la question de est-ce que ce patron me sert aussi à le réaliser en tissu? Alors la réponse est oui. Donc vous en avez 2 exemples ici, puis je vous jure que je les ai faits en vrai, ils sont là. Donc, je ne sais même pas s'ils rentrent dans l'écran. Voilà le petit en peluche, on va dire, et l'énorme que j'arrive même pas à vous montrer. Si je remonte l'écran, voilà, il est là, en mousse. Juste rapidement, comment est-ce qu'on fait le roule-pidon en tissu? C'est le même patron, vous reconnaissez les pièces, sauf que le masque qui était ici, comme ça, je l'ai juste coupé en 4, comme ici, et séparé là, parce que c'est plus pratique en couture, mais c'est pas obligatoire. Et ensuite, il faut faire de l'assemblage de couture. Je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué la couture, mais c'est pas très difficile. On fait endroit contre endroit. Donc on coud sur l'envers. Ça fait la croix. Donc là, je vous l'ai mise d'un côté ou retournée. On la retourne très facilement, comme si c'était une tunique avec un col. Et puis là, c'est les faces extérieures qu'on peut coudre ensemble, toutes les 4. Maintenant, le problème, c'est l'assemblage que je vous ai montré en papier, c'est de le faire en tissu. Alors, en tissu, on peut assembler à la machine un trou et le reste, il faut finir à la main. Et pourquoi il faut finir à la main? Parce que c'est topologique. Alors, je vous montre quand même comment ça se termine. Et voilà, le petit que je vous ai montré à l'écran tout à l'heure. Et dans les 5 dernières minutes, je voudrais vous
parler un tout petit peu plus justement de ce qu'on appelle la topologie du Rolpidon, puisque toutes ces questions de couture et de coloriage sont quand même un petit peu liées à la topologie, si ça vous dit quelque chose. Pour ça, je vous donne aussi une petite référence à un article sur Image des maths, le site Image des mathématiques, qui parle de ce que l'auteur appelle la science des trous, c'est-à-dire en gros la topologie, pour faire très court. Et en particulier, vous avez des petites vidéos qui vous montrent ce cube mou, ce cube troué mou qui a la topologie du Rolpidon. Parce que la question que je vous pose, c'est, je vous montre par exemple celui-ci. Donc je vous ai dit depuis le début qu'il y avait des trous dans ce Rolpidon, mais combien y a-t-il de trous? Et ça, c'est une propriété topologique, le nombre de trous. C'est la même question que pour le cube. Alors c'est une façon un petit peu familière de déterminer quel est ce qu'on appelle le genre de cette surface. Et c'est lié, le genre de cette surface, à aussi ce que j'ai appelé un peu pompeusement la science du coloriage. Si vous faites une carte sur une surface, une carte plate, vous avez peut-être entendu parler du théorème des 4 couleurs, qui dit qu'il suffit de 4 couleurs. Si vous faites sur une sphère, comme un globe terrestre par exemple, une carte sur un globe terrestre, c'est pareil, il suffit 4 couleurs. Mais maintenant, sur des surfaces plus compliquées, à trous, comme ici avec ce tore qui peut vous faire penser à une bouée de plage ou une bouée de place, eh bien, les couleurs nécessaires pour colorier n'importe quelle carte sont plus nombreuses. Et ça, c'est lié effectivement à la topologie de la surface. Alors, du coup, pour vous parler un tout petit peu de topologie en 2 minutes, je vous montre ici un polyèdre que vous avez peut-être déjà rencontré avant, qu'on appelle un icosaèdre. Et puis je vous montre aussi un ballon de foot, qui est en fait un polyèdre tracé sur, grosso modo, une sphère, et pour lequel on sait qu'il y a des relations, une relation remarquable au moins, entre le nombre de faces, le nombre d'arêtes et le nombre de sommets. Donc si vous faites le décompte pour l'icosaèdre qui est à gauche, vous trouvez qu'il y a exactement 12 sommets. Vous comptez les 5 qui sont ici, qui forment un pentagone, les 5 qui sont ici, et puis les 2 en quelque sorte en haut et en bas. Les faces, vous en avez 20, les arêtes, vous en avez 30, et la formule, quelque part, qui a l'air magique, c'est que le nombre de sommets plus le nombre de faces moins le nombre d'arêtes fait 2. Ça, c'est valable sur l'icosaèdre, mais c'est aussi valable sur cette forme, sur la sphère qui fait un ballon de foot, qui est composé de 12 pentagones et 20 hexagones. Donc si vous faites le décompte, vous trouvez exactement la même chose, et la raison s'explique assez facilement. Si vous avez déjà réfléchi à comment était fait un ballon de foot, c'est comme un icosaèdre tronqué, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez ici un sommet, vous le tailladez comme ça vous fait apparaître un pentagone, et du coup vous avez remplacé un sommet par 5 sommets, et vous avez rajouté 5 arêtes, et à la fin, la formule n'a pas changé, parce que vous avez aussi rajouté une face. Voilà, donc ça c'est en très bref l'art de compter les sommets, les faces et les arêtes dans les polyèdres. Et maintenant, si on fait une sorte de carte d'identité topologique pour notre Rolpidon et ces autres surfaces que je vous ai montrées, on trouve comme genre, grosso modo, c'est le nombre de trous. Donc pour le ballon, il n'y en a pas. Pour la bouée, il y en a 1. Pour la bouée double, il y en a 2. Et en fait, pour le Rolpidon, il y en a 3. Et l'explication, elle est dans les petites vidéos sur le cube troué que je vous ai montré, qui était dans la diapo tout à l'heure. La caractéristique, c'est justement le nombre de sommets plus le nombre de faces plus moins le nombre d'arêtes. Ça fait bien 2 sur la sphère. En revanche, sur la bouée trouée, ça fait 0. Sur la bouée double, ça fait moins 2. Et sur le Rolpidon, ça fait moins 4. Et si j'avais passé moins de temps à faire du scotch, j'aurais pu compter avec vous. Je vous en ai fait un ici de Rolpidon avec un polyèdre tracé quelque part. Vous avez les sommets en rouge, et puis des arêtes, et puis des faces. Et si vous comptez combien vous avez de points rouges, combien vous avez de traits qui relient les points rouges, et combien vous avez de faces limitées par ces traits, vous allez trouver que la caractéristique, c'est-à-dire le nombre de sommets moins plus le nombre de faces moins le nombre d'arêtes, ça fait moins 4. Et pour finir, tout ceci est aussi lié au nombre de couleurs nécessaires pour colorier une carte quelconque.
sachant qu'on ne veut pas que 2 pays voisins, si on pense à une carte de géographie, aient la même couleur. Donc le nombre de couleurs pour un ballon, c'est comme sur la carte plate, c'est 4, c'est ce fameux théorème des 4 couleurs. Sur une bouée, on a si on peut dire, le théorème des 7 couleurs. Sur la bouée double, c'est 8. Et sur le roll-pidon, c'est 9. Alors, il se trouve que celui que je vous ai montré, aussi bien le grand que le petit que j'ai fait devant vous, vous voyez que j'ai visiblement pas mis 9 couleurs. Pourtant, ça a l'air à peu près bien. Alors, en fait, j'en ai quand même mis, c'est un peu caché. Vous l'avez vu peut-être tout à l'heure. J'ai quand même donc le violet et l'orange, mais j'ai aussi 2 autres couleurs. J'ai mis 4 couleurs dessus. Mais ça, c'est parce qu'en fait, les traits qui sont tracés sur le roll-pidon, là, ne sont pas une carte générale. Et ceci, on peut l'expliquer en traçant le graphe qui correspond à ça. Alors juste peut-être pour finir, j'ai dit qu'il y avait des relations entre ces différents nombres qui, quelque part, caractérisent mes surfaces. Et si vous vous amusez à les tracer, vous pouvez aussi éventuellement les faire tracer à vos élèves. Vous pouvez du coup essayer de leur faire deviner quelles sont les relations qu'il y a entre la caractéristique et le genre, par exemple. Vous voyez ici, j'ai tracé les 4 points, et puis entre le genre et le nombre chromatique, qui est le nombre de couleurs pour colorier les cartes. Voilà. Donc il y a une espèce de singularité pour le genre 0, pour le plan et pour la sphère, et ensuite il y a une linéarité. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Merci, je devrais regarder ici, pardon. Et j'espère que vous vous amusez et que vous pourrez faire une petite activité roll-pidon avec vos élèves. Merci beaucoup Sylvie. Est-ce que vous avez des questions? Pour l'instant dans le chat il n'y en a pas, il y a juste des remarques sur le fait que c'était très beau. Voilà, il y a une question, c'est est-ce que vous pouvez montrer les 3 trous? Ah, les 3 trous. Alors oui, je peux expliquer si j'ai le temps, effectivement. Je vais prendre peut-être sur celui qui est tout mou, parce qu'en fait, la topologie, c'est un peu la science des trucs mous. Hein. Alors, il est un peu décevant celui-ci visuellement, parce que justement, comme il est mou, les trous sont pas bien cylindriques. Si on voulait des trous bien cylindriques, il faudrait avoir un truc rigide à l'intérieur. Mais pourquoi il y a 3 trous? Alors, la petite fille dans la vidéo que j'ai citée l'explique bien, mais une autre façon de compter en quelque sorte les trous, c'est de voir combien il faut... comment dire, quel est le nombre maximum de courbes qu'on peut mettre pour comment dire, ne pas séparer la surface. Donc vous voyez que si j'imagine mentalement que avec mes doigts ici, je coupe ici, mon roll-pidon il reste encore en un seul morceau. Et puis si je fais une deuxième fois ici, il reste encore en un seul morceau. Et puis si je fais une troisième fois ici, il reste encore en un seul morceau. En revanche, si je veux couper encore autour du 4, bah là, je vais obtenir un roll-pidon coupé en 2 et il ne sera plus en un seul morceau. Donc c'est une façon de dire, mais c'est mieux dans la vidéo avec le cube troué mou, parce que du coup, alors je peux essayer de l'expliquer, mais je ne vais pas pouvoir l'étirer, il n'est pas étirable, il est mou mais pas étirable. En fait, il faut imaginer mentalement que le roll-pidon que vous avez là, vous l'écrabouillez, et c'est ce qu'elle fait la petite fille, l'écrabouille dans un cahier, donc le trou qui est devant, il va un peu s'étaler, mais c'est le même que celui-ci en gros, et les 2 autres vont apparaître. Donc en fait, il y a celui-ci, et puis les 2 sur le côté. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a 3 trous au roll-pidon. Alors moi j'ai à peu près visuellement compris, donc je ne sais pas si c'était les maths et moi, si ça répond à votre question. Donc il nous reste, alors il n'y a pas d'autres questions a priori, soit on peut s'arrêter là, soit si tu voulais, tu disais que tu n'avais pas eu le temps de compter quand tu as donné ta formule avec les sommets et les arêtes éventuellement. Hein. On peut compter là éventuellement. Alors ça c'est encore du TP où je risque de me planter, mais on va essayer. Donc combien il y a de points rouges? En fait, j'ai mis un point rouge au-dessus et un point rouge en dessous. J'ai mis aussi un point rouge pareil au centre de la croix au milieu. Donc là, il y en a, en gros, j'en ai 4. Mais je ne vais pas noter au fur et à mesure. Mais voilà. Donc là, j'ai les 4 qui sont superposés les uns sur les autres. Et puis ensuite, les points rouges, bah, vous voyez que j'en ai 4 sur chaque trou ici, plus ceux des côtés. Voilà. Les faces, j'en ai, si vous vous souvenez du patron, là, j'ai 4 faces par chaque face extérieure, et j'ai aussi 4 faces sur chaque face intérieure quelque part. Donc ça fait 4 x 4 plus 4 x 4. Et les arêtes. Non, là je crois que je vais me tromper en fait. Hein. Je vais laisser les personnes trouver toutes seules combien ça fait, pour pas se tromper, mais je vous jure que le résultat, le nombre de points rouges
plus le nombre de faces moins le nombre d'arêtes qui les séparent fait bien moins 4. Et donc la relation avec le nombre de trous, c'est que cette caractéristique, c'est 2 moins 2 fois le nombre de trous. Comme le nombre de trous, c'est 3, 2 moins 2 fois 3, ça je sais faire sans me tromper, ça fait bien moins 4. Voilà. Donc merci beaucoup pour cette présentation et n'hésitez pas à envoyer des photos de vos productions qu'on mettra sur le site. Merci à tous et la prochaine intervention, c'est Pascal Lafourcade sur comment élaborer une mission cryptographie qui commence dans 5 minutes. Merci. À tout à l'heure.